Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de test du Sony Xperia V, le fameux Sony Xperia V que vous avez été très nombreux à me demander en test déjà depuis des mois entiers. Alors aujourd'hui, justement, c'est la vidéo de test du Sony Xperia V. Un mobile qui a beau avoir été annoncé, je crois que c'était en même temps que le Xperia T, ça doit faire plus de 4 mois maintenant. Et bien même s'il a été annoncé en même temps que ce téléphone, le fameux Xperia T, il vient finalement tout juste d'être commercialisé en France, et encore, il est tout juste commercialisé en France, mais sur la boutique officielle de Sony. Donc voilà, c'est le seul moyen aujourd'hui de l'avoir en France que de se l'approvisionner sur la boutique officielle de Sony. Alors le Sony Xperia V, tout de suite, autant le dire, c'est un haut de gamme, c'est clairement un haut de gamme, il est sorti en même temps que le T, il apporte quelques petites modifications, ou en tout cas il a quelques petites variations par rapport à ce fameux Xperia T qui était le haut de gamme à l'époque et qui a été remplacé il y a peu par le Sony Xperia Z. Donc voilà où se situe un petit peu ce fameux Sony Xperia V chez Sony. Il se situe à côté du T et juste en dessous du Z qui vient juste de sortir, qui est donc le plus gros haut de gamme qui soit jamais sorti chez Sony. Alors on est sur un téléphone qui est donc clairement un haut de gamme, on est sur un téléphone qui en mars, donc au moment où je fais cette vidéo, mars 2013, vaut sur la boutique officielle de Sony 549 € en mobile nu, donc hors pack forcément, puisqu'on est sur la boutique officielle, il n'y a pas d'opérateur qui vient subventionner ce téléphone. On est donc sur un téléphone qui est complètement débloqué, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel opérateur, et il présente tout un tas de points intéressants, tout un tas de spécifications intéressantes. Alors justement, on va détailler un petit peu le téléphone. La première partie de cette vidéo va tourner donc autour, et vous le savez, c'est un petit peu le modèle habituel, autour du téléphone en lui-même, le matériel, le hardware, son esthétique, ses performances. La deuxième partie de la vidéo va tourner autour du logiciel, le système d'exploitation, donc les applications qui sont installées de base, et finalement un petit peu donc le côté software. Donc c'est le hardware, donc le côté matériel versus le software, donc le côté logiciel. Et à la fin de cette vidéo, on va donc tirer la conclusion de savoir si oui ou non c'est un téléphone que je vous recommande, si oui ou non, en tout cas je vous recommande de le mettre dans votre liste de choix et s'il faut l'acheter ou pas. Alors voilà, première partie de la vidéo, première partie finalement, c'est l'esthétique du téléphone. Alors, c'est un téléphone qui est, c'est du Sony. C'est du Sony, c'est très beau, c'est très élégant. On a vraiment des touches de design originales. Alors on est sur un design qui, si on le regarde bien d'ailleurs, au niveau de la courbe arrière du téléphone, donc vous le voyez au niveau du dos, il est légèrement courbé, et ça nous rappelle quand même le Sony Xperia Arc qui était sorti il y a déjà quelques mois, même pour dire quelques années, puisque c'est finalement un design qui était sorti en 2011 et non pas 2012. Alors en termes de style, on est finalement sur un mobile qui est plus proche du Xperia de 2011 que du Xperia de 2012. Malgré tout, c'est bien un Xperia de 2012. Autre petite note de design, autre petite originalité. Alors, hormis ce pourtour que l'on retrouve tout autour du téléphone, donc, puisque c'est un pourtour de type aluminium titane, enfin voilà, c'est l'aluminium gris sombre. Donc, hormis ce petit pourtour donc très sympathique qui rajoute vraiment une touche d'élégance au téléphone, on a l'impression que la vitre, donc c'est un petit peu l'originalité, est collée finalement sur l'écran. Vous voyez, on n'a pas l'impression que l'écran est enchâssé dans le téléphone, dans le châssis donc, puisqu'il dépasse, enfin en tout cas il se laisse un petit peu dépasser par la carrosserie. Donc voilà, c'est un petit peu la note d'originalité de ce téléphone. Donc c'est le dos courbé et c'est l'écran qui a l'air d'être collé finalement sur la face avant du téléphone. Autre note d'originalité, le matériau utilisé pour le cache-batterie est dans une sorte de plastique un peu mou, un peu soft skin, doux au toucher. Quand je dis mou, alors c'est pas qu'il s'enfonce, il s'enfonce absolument pas, c'est rigide, c'est bien calé derrière, il n'y a pas de jeu entre notamment le cache-batterie et la batterie, mais voilà, c'est dans un matériau mou, un peu tendre, un peu doux au toucher, qui par contre me laisse penser que à la rayure, il doit être sensible à la rayure, voilà. Donc des égratignures là-dessus. Bon, c'est peut-être un peu sensible à l'égratignure, voilà, justement, pour arriver à ce point-là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors justement, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. On va déjà dans un premier temps parler des dimensions. C'est un téléphone qui tient très bien en main parce qu'il a des dimensions qui restent encore humaines. Ce que j'appelle humaines, c'est-à-dire par opposition aux derniers phablettes que l'on a vu apparaître notamment en début d'année 2013 avec des écrans qui sont de plus en plus grands et donc forcément des dimensions qui sont de plus en plus conséquentes. Ça fait des téléphones qui tiennent de moins en moins bien en main. Et bien justement, au contraire, le Sony Xperia V a des dimensions qui sont tout à fait correctes et font de ce téléphone un téléphone qui tient bien en main. D'ailleurs, si je le prends en main, vous allez le voir, on est dans des dimensions qui sont tout à fait raisonnables. Vous le savez, j'ai pas des mains de géant, donc voilà, il n'y a pas de biais justement quand je le mets dans ma main et on est dans un téléphone qui tient très bien en main. Voilà. Donc justement, pour en revenir à ces fameuses dimensions que je vous évoque depuis déjà quelques secondes, alors qu'est-ce que l'on a? On a un téléphone qui fait 12,9 cm de haut, qui fait 6,5 cm de large et qui fait un tout petit peu plus d'un centimètre d'épaisseur. Le tout pour un très léger 120 grammes. Donc je suis même d'ailleurs plutôt agréablement étonné
de la légèreté de ce téléphone, puisque vraiment, vous voyez, 120 grammes pour un téléphone qui a cet écran, cette taille d'écran, eh bien, c'est dans la moyenne basse, donc on est sur un téléphone qui est très léger. Alors justement, si je confronte ce téléphone avec son écran de 4,3 pouces, puisque c'est un écran de 4,3 pouces qui est sur sa face avant, et donc si je le confronte avec mon échelle de référence habituelle qui est un iPhone 4 et un écran de 3,5 pouces, voilà ce que ça donne en termes de dimension. Donc on est sur un téléphone, effectivement, vous l'aurez remarqué, qui est quand même plus conséquent en termes de taille, mais qui ne tombe pas dans l'excès. On est sur un téléphone qui tient encore très bien en main. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit topo avec l'écran d'un iPhone 4. Donc voilà, on est sur un téléphone qui a des bonnes dimensions. Pour moi, c'est voilà, c'est tout à fait sympa comme dimension. Alors, autre détail sur ce téléphone, détail qui n'en est pas un d'ailleurs, c'est son respect de la norme IP55, IP57. Ça veut dire que c'est un téléphone qui est résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures. Alors, je précise, résistant aux éclaboussures, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir le plonger dans une piscine et être tranquille. Pas du tout. Il est résistant uniquement aux éclaboussures. D'ailleurs, c'est ce que l'on retrouve sur la face avant du téléphone, enfin sur le visuel, c'est qu'on voit qu'il y a des petites gouttes d'eau dessus. Et bien, effectivement, il résiste aux éclaboussures, mais n'espérez pas pouvoir le plonger dans l'eau, vous pourriez avoir des déconvenues parce que ça ne marchera pas. Ce téléphone n'est pas étanche. Il est résistant à l'eau, il n'est pas étanche à l'eau. Donc voilà, c'est la fameuse norme IP55, IP57. Donc ce qui veut dire que je ne vais pas le tester dans un bocal d'eau comme j'ai pu le faire avec le Z pour voir s'il est étanche parce qu'il ne le sera pas. Voilà, donc c'est la petite note de ce téléphone en termes d'esthétique. Moi je trouve que c'est un téléphone qui rend bien, qui est beau. Un téléphone qui est plutôt sympa. D'ailleurs, si je fais un petit peu le tour, donc sur sa face avant, un écran de 4,3 pouces. Les touches sensitives habituellement placées en dessous sont, en tout cas c'est le cas chez Sony, placées dans l'écran. Donc ça vous grignote un petit peu de pixels, sauf lorsque vous regardez une vidéo, mais ça vous grignote un petit peu de pixels dans l'affichage classique, comme vous le voyez. Au-dessus de l'écran, on a un marquage Sony. Au-dessus du Sony, du marquage Sony, on a l'écouteur, la sortie son. Donc on a une lettre de notification qui apparaît dans le coin supérieur droit et une caméra frontale qui est une caméra VGA. Donc j'ai bien dit VGA, c'est une 0,3 mégapixels. C'est un peu faible d'ailleurs. Sur le côté gauche du mobile, donc on retrouve ce fameux pourtour que je vous ai évoqué tout à l'heure. On retrouve une connectique ici qui est liée tout simplement au dock à la station d'accueil. À côté, vous avez une petite trappe hermétique donc pour résister à l'eau, qui vous permet donc d'accéder au port MHL. On aurait l'impression que c'est un port micro USB, non, c'est un port MHL. Donc oui, ça accepte le micro USB, mais pas uniquement, puisque ça vous permet aussi d'adapter un câble HDMI avec un adaptateur qui n'est pas fourni avec le téléphone. Sur le dessus du mobile, on retrouve encore une autre trappe, c'est tout logique. Toutes les connectiques sont bloquées par des trappes, qui est donc le jack 3.5. Voilà. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton on-off ici, entrée en veille, sortie en veille. Hop, vous l'avez vu, je suis en veille. Hop, je suis plus en veille. Voilà, et on retrouve le bouton de contrôle de volume plus moins ici, d'ailleurs qui est plus petit que la normale. D'habitude, il est un peu plus grand chez Sony. On retrouve ici, c'est une bonne question, je me demande si c'est pas, j'ai peur de faire un fail, je me demande si c'est pas une sorte de boost du haut-parleur, mais bon, j'ai peur de vous dire une bêtise, donc je vous dirai ça en commentaire. On retrouve l'entrée micro ici, à moins que ce soit une deuxième entrée micro d'ailleurs, mais bon, j'ai peur de dire une bêtise, passons. On retrouve l'entrée micro primaire ici, et sur le dos, on retrouve, alors qu'est-ce que l'on retrouve ? Eh bien, l'entrée micro secondaire, voilà, donc ça m'apprendra à éviter de dire des bêtises. J'en ai pas dit, j'ai pas utilisé mon fail. Un fail par vidéo, vous savez, j'ai le droit. Le capteur photo principal 13 mégapixels avec fonction caméra HD 720 pixels uniquement, si mes souvenirs sont bons. Et flash LED, fonction autofocus. Je vais revenir sur cette fonction autofocus tout à l'heure d'ailleurs. Le marquage Xperia au dos, du cache batterie, la sortie haut-parleur. Donc si j'ouvre la batterie, le cache batterie, j'accède donc à la batterie qui est une 1700 mAh, BA800 c'est son nom. Ici l'emplacement de la carte micro SD puisque je peux ajouter de la mémoire via micro SD, et en dessous j'ai l'emplacement de la carte micro SIM. C'est une carte micro SIM format iPhone 4 notamment. Voilà, donc on est sur ces deux formats de cartes. Voilà, micro SIM, micro SD. Alors, vous avez été nombreux d'ailleurs à me demander de vous montrer l'écran de déblocage, de déverrouillage, j'y arrive, du téléphone, donc je vous le montre, voilà, donc comment on déverrouille le téléphone. Là c'est la manière la plus simple, sous Android, vous avez plusieurs manières de débloquer un téléphone, là j'ai utilisé la manière la plus simple. On peut débloquer par code, on peut débloquer par forme, ce que vous voulez. Là c'est vraiment la manière la plus simple de déverrouiller, c'est-à-dire de faire glisser son doigt sur l'écran de déverrouillage comme son nom l'indique. Alors, maintenant pour en revenir un petit peu aux spécifications, parce que là j'ai parlé de l'esthétique, maintenant on va continuer quand même avec les spécifications du téléphone. Notamment son écran. Alors c'est un écran qui fait 4,3 pouces, ça je vous l'ai déjà indiqué. C'est un écran qui a une résolution HD.
1280 pixels par 720 pixels, ce qui vous nous donne finalement sur un écran qui a une dimension de 4,3 pouces avec un écran HD 720p, ça nous donne une densité de pixels de 341 pixels par pouce, des fameux PPI en anglais ou PPP en français, donc les 341 PPP, ce qui est supérieur finalement à la densité de pixels d'un iPhone 4. Donc on a un écran qui, en théorie, et finalement dans la réalité, a une image qui est plus nette que celle d'un iPhone 4. Donc c'est un bon point, on est sur un écran qui a une bonne qualité d'image, d'autant plus que Sony a placé dans son fameux Xperia V une technologie qui s'appelle le Sony Bravia Mobile Engine ou Engine Mobile 2. C'est la deuxième version de ce fameux logiciel. C'est un logiciel de traitement d'image qui permet notamment d'avoir une image plus nette, plus sympa, avec des couleurs renforcées. Voilà. Enfin bon, c'est un logiciel maison. C'est ce que l'on retrouve d'ailleurs notamment dans les téléviseurs Sony. Bon, c'est pas la version mobile que l'on retrouve dans les téléviseurs Sony, c'est la version normale Bravia. Mais voilà, on le retrouve aussi dans les mobiles. Donc Sony s'appuie finalement sur sa compétence, sa connaissance des téléviseurs pour faire de très beaux écrans, notamment pour ces téléphones. Sachant que outre la qualité d'écran, il y a une qualité de capteur qui n'est pas mauvaise. Je vous mettrai les samples notamment sur le blog et sur l'article lié à ce fameux téléphone. On retrouve aussi un capteur photo donc, qui est un 13 mégapixels et qui est un capteur photo maison. C'est du Sony qui le fabrique. Et vous le savez, Sony était aussi un fabricant d'appareils photo. Donc voilà, on a un certain nombre de composants qui viennent de chez Sony, hormis le processeur par exemple, qui sont typiquement des composants que Sony maîtrise très très bien et que d'ailleurs Sony sous-traite à d'autres fabricants. Alors maintenant pour revenir à son écran, on a une dalle tactile. La dalle tactile est une dalle tactile capacitive, extrêmement réactive, on le note. Ça c'est lié non seulement à la dalle tactile, mais c'est aussi lié au processeur qui tourne derrière, à la mémoire vive qui sont fournies de manière quantitative, enfin en quantité. Bon, voilà. Donc on arrive donc finalement à un résultat qui en termes d'efficacité tactile est bon. On n'a pas de lag, en tout cas j'en ai jamais constaté lors de mes tests. Donc on n'a pas de lag sur cet écran là, sur cette dalle tactile pardon. On est sur une dalle tactile qui peut montrer une certaine souplesse. Vous le voyez, je suis en train de l'enfoncer. Alors la dalle tactile n'enfonce pas, n'écrase pas l'écran. Donc ça veut dire qu'entre les deux, il y a quand même un petit écart qui est salvateur pour l'écran en cas de choc. Mais on a quand même une certaine souplesse au niveau de l'écran, même si pourtant il s'agit bien d'un écran traité anti-rayures, anti-casse. Donc c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'on est sur un écran effectivement qui est traité anti-rayures, qui est traité anti-casse parce qu'il a un film anti-bris à l'intérieur. Mais voilà, on est sur un écran qui reste quand même relativement souple, qui n'est pas doté d'une extrême rigidité. Donc voilà, mais par contre, bon point, il ne vient pas éclater l'écran, il ne vient pas compresser l'écran en cas de forte pression dessus. Voilà, donc ça c'est pour l'écran et pour la dalle tactile. Bon, somme toute un résultat tout à fait convaincant. D'ailleurs, si je vous montre un petit peu la qualité d'image que l'on pourrait avoir, alors là je vais lancer ce petit screen, alors je vais recommencer quand même. Voilà, ça c'est une petite application qui permet notamment de tester les couleurs. Donc on est, et la luminosité notamment. On est sur un écran qui rend très bien en termes de gestion des couleurs. On retrouvera que le rouge est peut-être un peu fade, enfin en tout cas c'est mon sentiment. La gestion de la luminosité, du contraste est plutôt bonne. Juste petit détail, vous allez le voir. Donc là, c'est les différents panneaux de couleurs. Donc là, c'est la lumière habituelle, celle que l'on avait sur les anciennes télé cathodiques. À l'époque, on avait un signal hertzien. Et on a du noir. Alors le noir est plutôt correct. On a encore un petit peu de rémanence lumineuse sur les côtés. C'est tout simplement lié au type d'écran. C'est un écran TFT. Donc forcément, on a un tout petit peu de rémanence lumineuse, même dans les forts noirs, on a l'impression qu'il y a toujours un petit halo de couleur, de lumière autour. Bon, c'est pas extrêmement pénalisant, l'écran reste malgré tout de très bonne qualité. On est sur un écran TFT, donc comme je vous l'ai indiqué, on n'est pas sur un AMOLED, ce qui est d'ailleurs une technologie qui n'est absolument pas exploitée par Sony, puisque c'est une technologie concurrente. Donc on est sur un TFT qui est malgré tout de très bonne qualité. Fin de la parenthèse sur l'écran et sur la dalle tactile. Maintenant, petite notion, c'est les performances. Alors les performances, je les ai mesurées avec deux applications, vous le savez. AnTuTu d'un côté, donc en espérant que ça ne me fasse pas le reload, voilà, ça ne se reload pas, mais j'ai bien le dernier score obtenu. Donc 11 629 points, c'est le score précisément obtenu au dernier test. Comptez dans les 11 500, 11 600 points. C'est un score qui classe ce téléphone clairement dans la bonne tranche des hauts de gamme. C'est-à-dire qu'on commence vraiment avec, à partir de 10 000 points, on est dans un score de haut de gamme. En dessous, on est dans un score qui est à la limite du haut de gamme, qui est plutôt dans le très bon moyen de gamme. Donc on est finalement dans un score qui est celui d'un bon haut de gamme, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, les très hauts de gamme arrivent dans des scores qui sont aux alentours de 20 000 points. C'est le cas notamment du Xperia Z, qui arrive à près de 20 000 points dans le score AnTuTu.
Alors sur Quadrant, on a un score qui est tout à fait sympathique aussi, puisqu'on est à 6173 points. Alors, je ne sais pas si on arrive à voir, un petit zoom, si c'est bon, l'autofocus de la caméra se fait. Donc on est à 6173 points. C'est un score tout à fait acceptable pour un haut de gamme. On est vraiment sur un téléphone qui montre, en tout cas, sur les scores de très bonnes performances. Donc on a finalement, qu'est-ce que l'on a dans ce téléphone qui nous permet d'avoir ces scores? Eh bien on a un processeur double cœur qui est un Snapdragon. Alors un processeur double cœur dont on va peut-être avoir un peu plus d'informations. Voilà ici, donc c'est un Snapdragon et c'est un Snapdragon MSM 8960, voilà, etc. Bon, on a un processeur graphique aussi, un GPU qui est un Adreno 225. C'est pas un Adreno hyper frais, c'est-à-dire qu'il a déjà quelques mois, mais il marche très très bien sur ce téléphone, donc aucun problème. C'est un Adreno qui fonctionne bien, donc le GPU est un bon GPU. Donc bon processeur graphique, et on a de la mémoire vive qui est fournie en quantité puisqu'on a 1 gigaoctet de mémoire vive. Donc finalement ce triptyque qui est CPU, donc processeur, GPU, donc processeur graphique et mémoire vive, donc RAM, sont fournis de manière suffisamment quantitative, de bonne quantité, de bonne qualité pour permettre à ce téléphone d'avoir les scores que je vous ai montrés à l'instant, qui sont donc des bons scores. Alors pour le reste, en termes de mémoire de stockage, on est sur une mémoire de stockage un petit peu faible sur un haut de gamme puisqu'on a 8 Go seulement de mémoire de stockage interne sur ce téléphone. 8 Go, sur les 8 Go en fait il n'y en a pas vraiment 8 Go qui sont exploitables, il n'y en a que 6 à peu près qui sont vraiment exploitables, le reste est squatté entre guillemets par le système d'exploitation et ce petit habillage graphique sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Enfin bon, voilà, on est sur à peu près 6 Go de mémoire exploitable, c'est largement suffisant pour démarrer son téléphone, pour partir avec au départ, mais moi je vous conseille quand même d'ajouter une carte micro SD, sachant qu'il y a un emplacement micro SD bien évidemment qui vous permettra d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Ça, c'est ce qui a été testé. Sur certains téléphones tels que celui-là, on peut très bien estimer qu'on peut ajouter certaines cartes mémoire jusqu'à 64 Go. Par contre, le constructeur ne s'engage pas sur cette notion-là, mais il y a fort à parier que des cartes de marque, de bonnes marques, en classe 10 par exemple, puissent en 64 Go fonctionner sur ce téléphone. Mais le constructeur ne s'engage pas, ni lui d'ailleurs, ni moi, puisque je ne les ai pas testées, notamment ces cartes 64 Go sur ce téléphone. Donc voilà, mais malgré tout, on est sur une mémoire interne un peu faible que vous pourrez largement compenser par une carte mémoire micro SD de 32 Go. 32 Go aujourd'hui sur le web, ça vaut une trentaine d'euros, donc c'est pas l'investissement le plus déraisonnable qui soit que d'acheter aujourd'hui une carte micro SD, surtout que lorsque vous changerez de téléphone, eh bien, vous pourrez la garder avec vous. Elle ne sera pas bien évidemment figée dans le téléphone. Voilà. Alors côté connectivité, c'est justement l'autre partie, ça sera finalement la dernière partie de cette partie matérielle, c'est la connectivité. Alors qu'est-ce que l'on a comme connectivité dans ce téléphone? On a un téléphone qui est ultra connecté, je ne peux pas dire les choses autrement, c'est le gros point fort finalement de ce téléphone, avec les performances, l'écran qui est de bonne qualité, c'est la connectivité, c'est d'ailleurs le point principal. Si on doit dire que ce téléphone est très fort quelque part, c'est la connectivité. Alors c'est un téléphone qui est un quadriband, c'est déjà la première chose. C'est un téléphone qui est un quadriband 4G LTE. Donc ça c'est le gros point fort de ce téléphone, c'est le fait d'être 4G LTE. Ça n'empêche pas d'être fonctionnel sur de la 3G, bien sûr, mais il est 4G LTE. Donc vous avez la dernière norme de connectivité aujourd'hui qui existe sur ce téléphone. À côté de ça, eh bien, il est Wi-Fi, il est Wi-Fi hotspot, il est Bluetooth 4.0, il est HGPS, il est NFC, encore un bon point, il est NFC. Cette norme, elle est vraiment très sympathique. Alors, on a encore un peu de pédagogie à faire sur cette norme. Elle n'est pas extrêmement exploitée aujourd'hui. Moi, je la trouve très sympa, notamment par l'utilisation des smart tags qui permettent d'activer un mode ou un autre sur ce téléphone. Mettons par exemple que vous rentrez, c'est mon cas concret, que vous rentrez dans votre voiture, vous avez un petit autocollant NFC dans la voiture avec écrit mode auto. Et bien, vous allez passer avec ce téléphone sur votre tag collé dans la voiture, et bien ça va activer par exemple le mode GPS de votre téléphone. Voilà, donc c'est une des applications nombreuses du NFC, mais voilà, vous avez donc le NFC intégré dans ce téléphone. À côté de ça, il est DNLA, donc vous pouvez par exemple balancer de l'image sur votre téléviseur pour peu que ce dernier soit aussi DNLA. Il est MHL, donc c'est le port, c'est la connectivité que je vous ai montré sur le côté. Donc MHL, ça veut dire que vous pouvez brancher un câble micro USB fourni avec le téléphone pour le charger et le synchroniser, mais aussi un adaptateur HDMI pour le brancher avec votre télé en câble. L'adaptateur n'est pas fourni avec le téléphone. Il est micro SD, il est micro SIM, donc ça c'est pour vous évoquer effectivement que mettez une micro SIM et pas une carte SIM normale, ça ne passera pas, ni une nano, c'est bien un micro SIM. Et il est jack 3.5. Donc je reviens encore sur cette notion-là, en termes de connectivité, tout est là, rien ne manque, je peux pas être plus clair que ça. Effectivement c'est un téléphone qui est ultra connecté, il a toutes les dernières normes de connectivité. On est sur quelque chose qui marche bien, il est Android Beam d'ailleurs, vous pouvez même partager de l'information avec deux notions de mobile NFC. Voilà, on est vraiment sur un téléphone qui est ultra connecté, on ne peut pas dire les choses différemment, et c'est vraiment le gros point fort de ce téléphone.
Alors maintenant pour parler de la partie logicielle du Sony Xperia V. Donc la partie logicielle, eh bien c'est simple. Ce téléphone s'appuie sur un système d'exploitation, vous l'aurez reconnu, hein, les connaisseurs le reconnaissent assez facilement, qui est Android. Et on est donc sur la version 4.1.2 d'Android. Alors j'ai été un peu surpris d'ailleurs au départ de voir la version 4.1.2 installée par défaut sur ce téléphone. Moi je m'attendais plutôt à une 4.0. On en a parlé d'ailleurs avec certains lecteurs, on s'attendait d'ailleurs à une 4.0 qui soit à mettre à jour en 4.1. Bah finalement non, le téléphone de base, je l'ai reseté d'ailleurs 2 fois pour être sûr. Le téléphone est fourni de base avec le 4.1.2. Donc pas de mise à jour à faire. On est donc sur la dernière version donc, qui s'appelle la Jelly Bean, par opposition à la 4.0 qui s'appelle la Ice Cream Sandwich. Donc on est sur la JB, Jelly Bean 4.1.2. Un système d'exploitation qui est très légèrement retravaillé par Sony. C'est son habitude. Sony ne fait pas de grosses surcouches fonctionnelles et graphiques, ergonomiques, donc design sur son téléphone, sur ses téléphones. On est donc sur un système d'exploitation qui est plutôt simple, plutôt épuré. Alors il y a un peu de design certes. Il y a un petit peu de fonctionnel à minima, par exemple la fonction lecteur MP3 s'appelle Walkman, elle a été un peu retravaillée, mais on est sur quelque chose qui reste, somme toute, très très proche du Android de base, et c'est pas forcément un mauvais point, pardon, j'allais dire un bon point, mais si, c'est un bon point, c'est pas forcément un mauvais point, parce que justement ça permet au téléphone de fonctionner de manière rapide. Voilà, on n'a pas de surcouches qui viennent alourdir le téléphone et donc empêcher son fonctionnement rapide. On est sur quelque chose qui tourne très très bien. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a des scores sur Antutu et Quadrant qui sont tout à fait satisfaisants, malgré le fait que c'est un double cœur en termes de processeur. Donc on a un téléphone voilà, qui a à peine de fonctionnel, un lecteur MP3 qui s'appelle Walkman, enfin des petits trucs comme ça. Bon, c'est sympa, mais voilà, on est sur quelque chose qui tourne bien. Et donc forcément, comme on est sur un Android 4.1.2, mais enfin comme on est sur Android plus largement, on a donc tout un tas d'applications qui sont des applications Google de base. Donc on a du Chrome, qui est ni plus ni moins qu'un navigateur Internet. Voilà, donc Chrome, non merci, voilà, on a Chrome. Donc je peux très très bien aller taper Top for Fun, alors avec mes petits doigts boudinés, en espérant que j'arrive à taper sans trop de mal. Bon voilà, ça m'apprendra à taper n'importe où, n'importe comment. Je vais y arriver. Voilà, Top for Fun. Bon, c'est pas grave. Voilà, on a un article directement. Donc on navigue en profondeur dans le site. Donc voilà, on est en profondeur dans le site, ça navigue. Bon, c'est un navigateur. Hein. Je vais pas vous dire ce que fait un browser internet quand même. Bon voilà, en tout cas il y a bien Chrome, mais il y a aussi Internet tout court, enfin un explorateur Internet. Un navigateur internet, bon bien sûr on a Google Navigation, j'ai peut-être remis à 0, et oui, voilà, donc on a Google Navigation, zut, voilà, ça c'est le fait de resetter le téléphone à chaque fois, bon, ok, peut-être que sur Maps ça sera plus évident, bon sang, voilà, oui j'autorise tout, je suis d'accord, zut ça m'apprendra à resetter le téléphone, ok, donc voilà. On est sur un téléphone donc forcément qui a Maps, navigation, bon, on a forcément ce qui vous permet de naviguer sur internet et de naviguer dans la réalité. Donc bon, j'utilise le navigateur internet basique, celui qui ne s'appelle pas Chrome et que j'ai tendance à préférer d'ailleurs. Bon, c'est complètement subjectif. Et on arrive donc forcément sur le site internet. A noter que là je suis connecté en Wi-Fi, je n'utilise pas la donnée cellulaire, je n'utilise pas les données cellulaires de l'opérateur, qui d'ailleurs, petite note, est ici Pritel, puisque j'utilise maintenant des cartes SIM Pritel pour les tests des mobiles. Donc on n'utilise pas les données cellulaires de l'opérateur, tout simplement parce que j'utilise le Wi-Fi. Bon, ça tourne sans problème, bon, bien sûr. Donc voilà, ça c'est pour le côté un petit peu applicatif. On est sur effectivement aussi un accès au Play Store. Le Play Store, ça vous permet de télécharger des jeux, des applications, de la musique, des films. Bon, business is business, money is money. À chaque fois que je fais un test et que je vous montre Play Store, je vous dis bien évidemment, et c'est vrai par définition, que l'espace de téléchargement de Google, il y a une large partie du contenu des jeux qui sont gratuits, certes, mais il y en a une autre large partie qui est payante et qui vous demandera de sortir votre carte bleue pour y accéder, notamment si vous avez envie d'acheter des jeux, comme par exemple Contre-jour que je vais vous montrer d'ici quelques instants, ou Asphalt 7, eh bien vous serez obligé de payer. Par contre pour Dead Trigger, par exemple, que je vais aussi vous montrer, eh bien vous n'êtes pas obligé de payer. Donc voilà, côté applicatif, côté système d'exploitation, on est sur un système qui marche bien, où il n'y a pas beaucoup de choses installées de plus que le basique. Voilà, on est sur quelque chose qui tourne très très bien et on ne peut que féliciter notamment eh bien, tout simplement Sony pour ça. Alors si je lance un petit YouTube, ça c'est aussi quelque chose qui va me permettre de vous montrer un petit peu la qualité de l'écran. Alors je vais par exemple chercher une vidéo de, mettons, GoPro, les fameuses caméras sportives GoPro Hero 3 notamment, c'est la dernière version.
la vidéo promotionnelle de GoPro, et alors on va voir ce que ça donne justement en termes de qualité d'image. Alors le temps de passer en accéléromètre, alors j'utilise l'accéléromètre pour passer en mode portrait, paysage, donc là on est en paysage. Alors j'essaie de jongler aussi avec les reflets de la caméra dans l'écran. Vous le voyez, on est en HD et ça rend très très bien. C'est le deuxième point fort finalement de ce téléphone avec son ultra connectivité, ses bonnes performances surtout, c'est vraiment l'écran. L'écran a une très belle image. Mais on n'apprendra pas à Sony à faire des écrans. C'est l'un des constructeurs sur lesquels on n'a absolument rien à reprocher en termes de qualité d'écran. Du moins sur les hauts de gamme. Donc voilà, petite vidéo de démonstration finalement de l'écran du fameux Sony Xperia V. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Eh bien je vais vous montrer des petits jeux pour vous montrer effectivement que ce téléphone fonctionne sans aucun problème. Hein. Les jeux 2D ou 3D fonctionnent sans aucun problème. Alors je lance un petit contre-jour. Contre-jour, c'est une sorte de... Bon, c'est un petit jeu de manipulation, de plateforme. D'habitude je vous montre Angry Birds. Aujourd'hui pour le coup je vous montre contre-jour. Un petit jeu sympathique qui de mémoire vaut moins de 2 €. C'est un bon petit jeu. Voilà. Alors, hop. Hop, premier panneau. Donc là, comme j'ai reset le téléphone, forcément, on est au tout début. Alors, on va passer la petite vidéo. Un jeu d'ailleurs qui présente de très très belles musiques. Voilà, donc le jeu, vous le voyez, hein, ça rend bien. Hein. Donc un jeu 2D a absolument aucune difficulté pour fonctionner sur ce téléphone. Ça vous en doutez quand même un petit peu. Avec des performances comme celle-là, c'est pas ce genre de téléphone qui aura du mal. Maintenant, si je lance un petit Dead Trigger, à la rigueur, on peut se dire Dead Trigger, c'est du jeu de 3D. Bon, ça peut peut-être mettre à mal un téléphone. Bon, pas le Sony Xperia V, vous vous en doutez également. Alors, si je lance une petite partie, vous savez que je suis très très bon en jeux vidéo, encore plus sur mobile. D'habitude, je joue sur 360, Xbox 360, ça vous commencez à me connaître. Alors, forcément, hein, sur mobile, je suis une vraie quiche, je peux pas dire les choses autrement. Mais vous allez voir que le téléphone rend très très bien. Et bon, alors on passe les panneaux de loading habituels. Ce jeu, de toute façon, quel que soit le téléphone sur lequel je teste, a toujours des panneaux de loading qui sont invraisemblablement longs. Voilà, donc je suis déjà en train de tirer des balles dans le vide. Vous l'avez vu, je suis vraiment très très dur. Alors, Dead Trigger, le jeu où vous dégommez des hordes de zombies. Le jeu typiquement à l'américaine. Donc les Américains ont, je sais pas, pris une grande passion pour les jeux de zombies, les films de zombies. Je sais pas, c'est leur truc. Alors, donc voilà, on dégomme des zombies. Le monde est attaqué par une horde de zombies comme d'hab. Et donc vous êtes là pour les dégommer. Alors, tout ça pour vous dire que effectivement le jeu fonctionne sans problème. Je crois que j'ai du mal à vous le montrer en termes de qualité d'image parce que c'est très sombre et j'ai un éclairage assez pourri là, en ce moment pour vous faire des vidéos. Il faudra vraiment que je m'équipe en spot de lumière. Enfin bon voilà, il n'y a pas un moment de lag sur ce téléphone. J'ai beau avoir des hordes de zombies qui m'attaquent, 3, 4, 5. J'ai beau tirer des balles en même temps. Sur certains téléphones qui ont des performances très moyennes, ça donne des lags. Et là, on n'a pas un seul lag. Voilà. Alors on n'a tellement pas de lag que d'ailleurs, si je lance un Asphalt 7, qui là pour le coup est plus gourmand, et on n'aura pas de lag non plus. C'est là d'ailleurs une bonne note. Parce que j'ai déjà testé récemment des téléphones qui étaient plus haut de gamme, enfin en tout cas qui étaient censés avoir des performances plus élevées, notamment par les biais des scores en tuto et quadrante, et on avait des petits lags, des micro-lags. Là pour le coup, et bien sur les différentes parties que j'ai faites sur Asphalt 7 sur ce téléphone, j'ai jamais eu un seul ralentissement sur le jeu. Alors, petite partie rapide, voilà, tac, petit panneau de loading, voilà. Ça va peut-être revenir, oui, bon, allez, soit. Une Fiat 500 Abarth, voilà, c'est la petite voiture que l'on va conduire dans cette séquence de jeu. Et là aussi, vous allez voir que, tout comme Dead Trigger, je suis un joueur absolument doué, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est un peu ironique, hein, ce que je suis en train de... Eh oui, merci, bienvenue à Hawaï. Et voilà, je reprends le jeu. Ça m'apprendra vraiment à appuyer n'importe où. Alors... Le jeu peut se conduire à l'accéléromètre. Et le jeu fait bien évidemment usage de votre tactile. Alors voilà, bon, c'était juste pour vous montrer que je peux utiliser l'accéléromètre et j'ai foutu la voiture dans un mur. Voilà. Donc juste pour vous montrer effectivement que le jeu se pilote à l'accéléromètre. Il n'y a pas un lag. Hein. Et ce qui se remarque notamment sur ce jeu d'ailleurs, c'est si vous tapez un objet, si vous heurtez un objet type lampadaire, et que vous sentez un ralentissement,
c'est que vous êtes relativement mal barré avec votre téléphone. Là pour le coup, vous avez vu, hein, j'ai tapé un mur, un lampadaire, une grille. Le téléphone fonctionne sans aucun problème, il n'y a pas de micro-lag. Non. Voilà. Donc on est vraiment sur un jeu qui tourne bien, on est sur un téléphone qui fait bien fonctionner les jeux 3D. Pas de problème là-dessus. Côté application, donc je crois que j'ai plutôt fait le tour. Si, je voulais vous montrer quand même le lecteur MP3. Alors je vais vous montrer le lecteur MP3 et son habillage notamment. Petite écoute. Voilà. Donc dans ce lecteur MP3, on a la particularité d'avoir tout simplement un equalizer. Alors l'equalizer est pas trop mal fait, c'est peut-être pour ça qu'on peut dire que c'est finalement un Walkman. Parce que vous avez une fonction égaliseur en anglais, en français pardon, qui vous permet de varier finalement les réglages du son de votre téléphone, de mettre un peu plus de basse, de mettre un peu moins de basse. Vous avez aussi un certain nombre de presets, donc de réglages pré-réalisés, donc avec du heavy metal qui vient booster le son. Enfin bon voilà, tout ça pour vous dire effectivement qu'il y a une petite fonction equalizer sur le lecteur MP3 et que le lecteur MP3 fonctionne sans aucun problème, vous le voyez. Là on est en mode haut-parleur. Le seul petit défaut du haut-parleur, c'est que comme il n'est pas sur le côté, il est étouffé par le téléphone lorsque vous le placez sur une table comme je suis en train de le faire. Mais si je décolle le téléphone, vous sentez que le son est plus du tout le même. Voilà. Donc c'est la contrepartie négative du haut-parleur, c'est que pour profiter du son, si jamais vous écoutez la musique en haut-parleur, vous êtes obligé de l'avoir plutôt décollé ou à l'envers. Sinon vous allez étouffer le son. Voilà, donc le lecteur MP3 marche sans aucun problème, le lecteur vidéo photo, pareil, hein, le photo on a une visionneuse donc d'images, des images d'ailleurs que j'ai prises, ce cliché a été pris notamment tout à l'heure, avec le capteur photo, et on est sur une qualité de photo qui est plutôt bonne, là-dessus rien à dire, c'est un 13 mégapixels, qui, d'ailleurs je vais faire le petit test maintenant, prend des bonnes petites photos. Alors je mets une petite voiture, hein, ça va vous montrer un petit peu ce que je veux dire. Donc il prend des bonnes photos, la qualité des photos est bonne, la qualité des vidéos est bonne, notamment lorsque l'on est en milieu lumineux. C'est normal, puisque lorsque l'on est en sombre, là, le capteur photo de ce téléphone commence à galérer sévèrement. Malgré tout, lorsque l'on est en milieu lumineux, c'est un capteur qui est de bonne qualité, lorsqu'il prend le cliché. Mais je vais vous montrer maintenant ce petit côté un peu bug que j'ai pu constater sur ce téléphone tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais déclencher le mode appareil photo. Alors le mode appareil photo, il est débrayable, c'est-à-dire qu'en fait vous avez plusieurs pré-réglages. Alors vous avez un réglage qui est un automatique supérieur que l'on trouve aussi sur le Sony Xperia T, qui permet de laisser gérer le téléphone. Le téléphone gère tout seul les différents paramètres de la photo. Alors après, vous avez la possibilité quand même de rentrer un petit peu dans les modes et d'avoir une sorte de mode débrayable, ce que l'on appelle le débrayable lorsque l'on fait un peu de photos sur des réflexes, et donc de gérer finalement les différents paramètres, balance des blancs, etc. Bon, quoi qu'il en soit, pour le coup, on va laisser ça en mode automatique, tout automatique. On va lui désactiver son flash pour éviter de se prendre un coup de lumière dans la tête. Et je vais vous montrer un petit peu la prise de la photo. Vous allez remarquer que l'autofocus a tendance à se déclencher un petit peu comme il veut. Voilà, vous avez remarqué, je ne suis pas trop spécialement en train de trembler, hein. Je suis plutôt figé, hein. Vous l'avez remarqué, le téléphone ne tremble pas des masses, hein, quand même, là je suis bien positionné. L'autofocus, je vais dire les choses un peu vulgairement, mais il pète un peu les plombs. Il pète un peu les plombs parce qu'il se sélectionne tout seul des petits morceaux de la photo. J'ai comme l'impression réellement que l'autofocus a du mal à choisir l'endroit où se positionner. Par contre, une fois que vous décidez que c'est pas trop mal, vous pouvez appuyer sur l'appareil photo, ça va bloquer la prise de la photo. Voilà, vous avez vu? Donc c'est bizarre, on a comme l'impression que l'autofocus a un peu de mal, il est un peu perdu. Et pourtant là on n'est pas sur un objet qui a énormément de détails, hein, on est plutôt sur un truc uni, sur un fond blanc, enfin bon, on peut pas dire qu'il soit paumé là l'autofocus. Là pour le coup, toutes les photos que j'ai prises, à chaque fois je remarque que l'autofocus, le petit cadran donc, que vous voyez, il se met un peu partout. Il est un peu perdu, c'est juste qu'au moment où vous allez prendre la photo, il va décider de se mettre quelque part. Bon, voilà, alors c'est pas très problématique en soi, c'est juste une petite remarque que l'on pourrait presque qualifier d'anecdotique, mais c'était un peu étonnant, moi ça m'a un peu surpris justement de voir l'autofocus naviguer comme ça dans la photo, en tout cas essayer de naviguer et de trouver le bon positionnement. Bon, soit, voilà, c'est pas très grave en soi comme je vous le dis. Voilà, ça permet quand même de prendre des bonnes photos, et les photos, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, seront publiées, les samples, donc vidéos et photos, seront publiés sur l'article, sur notre blog. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors sur ce téléphone, on a fait le tour quand même du matériel, on a fait le tour du logiciel, on a fait le tour des fonctions qui sont des fonctions plutôt de divertissement. Je peux vous dire effectivement que c'est aussi un téléphone qui bien évidemment peut être utilisé à des fins
professionnel. On a des logiciels de gestion d'email. Alors, on a bien évidemment l'incontournable Gmail, puisqu'on est chez Google ici. On a l'incontournable gestionnaire de boîte email Google. On a du Talk, etc. Mais bien évidemment, vous pouvez configurer toutes les boîtes email que vous voulez, mis à part Exchange de base. Mais ça, même, on a des petites bidouilles pour attraper ce paramètre. Donc finalement, vous pouvez installer tout ce que vous voulez comme boîte email. Donc c'est un téléphone qui est principalement à usage ludique, puisque c'est un téléphone qui est plutôt grand public. Mais c'est un téléphone qui, bien évidemment, et heureusement d'ailleurs, peut être utilisé aussi en tant que téléphone professionnel. Et c'est d'ailleurs un téléphone qui peut très bien convenir à un pro, comme convenir à un particulier. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect logiciel, l'aspect utilisation. Somme toute un téléphone qui au final d'ailleurs marche très bien. Petit détail sur lequel je ne suis pas vraiment venu jusqu'à maintenant, c'est sa connectivité. Alors sa connectivité, mais en termes d'accroche réseau, je vous ai évoqué qu'on est sur un quadriband, mais c'est un quadriband qui marche très bien. C'est un quadriband qui a une très bonne accroche réseau. J'ai même été plutôt satisfait de son accroche réseau pendant mon test et qui a une très bonne qualité d'écoute, très bonne qualité de conversation. Ce qui prouve qu'on a un téléphone qui accroche bien le réseau. Et on a un téléphone qui permet justement d'avoir une fonction téléphonique de base, c'est-à-dire appeler et être appelé, converser et écouter, qui marche très bien. Donc voilà, c'est la fonction de base finalement d'un téléphone, mais on a souvent tendance à la passer, à la laisser de côté, à l'oublier sur les smartphones. Eh bien moi je vous confirme que ce téléphone fait partie, en tout cas de mes bons souvenirs. En tout cas voilà, ça fera partie des bons souvenirs en termes d'accroche réseau. J'en aurai justement une bonne impression, j'en ai gardé une bonne impression et justement je vous le recommande sur cet aspect-là. Autre point, les deux derniers points sur lesquels généralement je conclus ma phase de test. Alors les deux points sur lesquels j'ai envie d'arriver maintenant sont l'autonomie premièrement et le deuxième point c'est le DAS. Alors pour l'autonomie on est sur un téléphone, vous vous en doutez forcément, qui est un smartphone avec un bel écran HD, avec des performances plutôt élevées. Un téléphone qui donne plutôt envie d'être utilisé, un téléphone qui est connecté, notamment en 4G, ce qui est encore plus gourmand que la 3G, qui est encore plus gourmand que du Edge et qui est encore plus gourmand que si vous n'utilisez pas trop de data cellulaire, de données cellulaires. Donc forcément on est sur un téléphone qui consomme. Voilà, on est sur un téléphone qui est énergivore, on est sur un téléphone qui va difficilement dépasser la journée en termes d'autonomie. Le 2 jours est accrochable si jamais vous n'utilisez pas trop le Wi-Fi, si jamais vous n'utilisez pas trop la boîte email. Voilà, donc on est plutôt dans la journée d'autonomie avec une batterie qui fait 1700 mAh, qui est une BA800 comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc une journée d'autonomie sur ce téléphone, c'est pas mal. C'est finalement un peu le standard que l'on a aujourd'hui. Les téléphones, les smartphones ont tous à peu près 1 à 2 journées d'autonomie, mis à part de rares exceptions qui arrivent à accrocher les 3 jours, mais sont généralement des phablettes, donc beaucoup plus encombrants. On est sur un téléphone qui, voilà, une journée d'autonomie, bon, peut-être 2 si vous êtes relativement, on va dire, modéré dans son utilisation, mais en utilisation normale, on arrive à une journée. Alors, vous aurez constaté d'ailleurs depuis le début du test que la batterie, alors là il faut dire que j'ai tout balancé, hein. On est en Wi-Fi, on est en Bluetooth en même temps, d'ailleurs vous voyez que le Wi-Fi tourne en même temps, on est sur de la lumière à fond, on a été sur du test, on a joué, donc voilà, on a perdu à peu près une vingtaine de pourcents depuis le début de cette vidéo, je crois une quinzaine, vingtaine de pourcents de batterie depuis le début de cette vidéo, tout simplement parce que là je le sollicite à fond. Mais ça veut bien vous dire effectivement que si vous le sollicitez de la même manière, forcément l'autonomie va être très réduite sur ce téléphone et vous allez avoir une journée maximum de capacité d'autonomie avec ce téléphone. Bon voilà, on ne peut pas dire les choses autrement, c'est un téléphone qui bouffe de la batterie. C'est comme ça, mais tous les smartphones aujourd'hui de nos jours sont dans le même registre. Alors maintenant, pour arriver sur le DAS, on est sur un DAS qui est satisfaisant. Alors je m'explique. Le DAS, c'est ce qu'on appelle le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui mesure finalement la capacité d'un téléphone à émettre des ondes. On le sait, c'est pas la première fois que je vous en parle. On est sur un DAS qui, en Union Européenne, a été limité volontairement par les autorités, les instances, à 2 watts par kilo. Ça veut dire qu'au-dessus de cette norme, vous êtes sur un téléphone qui n'a pas le droit d'être commercialisé en Europe, et on est d'ailleurs sur un téléphone qui est jugé dangereux par le fait qu'il balance beaucoup d'ondes. Là, on est sur un téléphone qui balance 0,86 watts par kilo au niveau de la tête. Alors je spécifie parce qu'il y a aussi le DAS au niveau de la hanche, au niveau du corps, donc on est sur le DAS au niveau de la tête qui est le plus expressif de 0,86 watts par kilo. Alors, comme ça ne veut pas dire grand-chose, hein, mais c'est juste ça veut vous dire que ce téléphone est dans la bonne norme. En fait, en ce moment, les smartphones oscillent plutôt entre 0,4 et 1,1, voire 1,2. On est à 0,86, donc on est dans la bonne moyenne du DAS. Finalement, on est sur un téléphone qui ne balance pas plus, pas moins d'ondes que la bonne norme des téléphones actuels. Voilà, donc c'est un téléphone qui est doté d'un bon DAS, un bon score de débit d'absorption spécifique. Voilà, donc finalement, conclusion de cette vidéo. Alors, conclusion de cette vidéo, on est sur un téléphone qui a un design plutôt original, plutôt sympathique. Moi, je l'aime bien.
Un téléphone qui est plutôt beau, qui n'est pas aussi valorisant qu'un Xperia Z, c'est sûr, parce que le Xperia Z est un téléphone qui fait partie du ultra haut de gamme, selon moi. Là, on est sur un téléphone qui est un haut de gamme, clairement. Mais on est sur un très beau téléphone qui présente aussi l'avantage d'être plutôt léger, 120 grammes. Donc ça donne un sentiment, voilà, de légèreté, ça se prend bien en main, ça tient bien en main. On est sur quelque chose qui est plutôt beau. Le cache batterie est peut-être enlevé, on peut accéder à la batterie. On est sur quelque chose qui est étanche, en tout cas qui est résistant à l'eau. Donc on est sur quelque chose qui est plutôt intelligent en termes de conception de téléphone. On est sur un écran qui est un écran 4,3 pouces, qui est plutôt beau, qui donne une belle image, enfin c'est même pas plutôt, qui donne une belle image, ne modérons pas le propos, qui donne une belle image, voilà. Avec une technologie maison qui est donc le Sony Engine, donc le Sony Bravia Engine Mobile 2, enfin bon les mots sont peut-être pas dans le bon ordre, mais on est sur une technologie maison qui rend l'image plutôt belle. C'est convaincant, je vous l'ai montré en vidéo, on est sur quelque chose qui est bon. En termes de performance, on est vraiment sur du haut de gamme, on est sur certes le début du haut de gamme actuel avec un score à 11 000, notamment 11 600 sur Antutu. Aujourd'hui, un haut de gamme, ça commence à partir de 10 000, donc on n'est pas dans la tranche haute des hauts de gamme de 2013, on est sur la tranche haute des hauts de gamme de 2012. Voilà, donc c'est un téléphone qui sur l'année 2013 aura peut-être du mal à challenger d'autres hauts de gamme, mais rappelons-le, on est sur un téléphone qui tient très bien la route, et lancer un jeu 2D ou 3D sur ce téléphone, comme je vous l'ai montré avec notamment Asphalt 7 pour la 3D, bah, ça pose pas de problème, et il n'y a aucun lag. Il n'y a aucun lag sur l'utilisation du tactile, ce qui est bien symptomatique d'un téléphone qui fonctionne bien, et on est sur aucun lag au niveau du jeu, ce qui est aussi symptomatique d'un téléphone qui fonctionne bien. Donc voilà, encore une fois de plus, en termes de performance, on est sur un téléphone qui fonctionne bien. Voilà, je me répète, mais je ne peux pas dire les choses là aussi autrement. Pour la connectivité, c'est vraiment le point fort de ce téléphone. On est sur un téléphone quadriband 4G+, 4G LTE, qui bien évidemment fonctionne en 3G. Bah oui, qui a Bluetooth, NFC, Wi-Fi, etc. Il a tout. Donc c'est vraiment clairement le point fort de ce téléphone, c'est son ultra connectivité. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence avec le T, le fameux Sony Xperia T, qui était le modèle qui était sorti en même temps que lui, enfin en tout cas qui avait été annoncé en même temps que lui. Le Xperia T n'a pas la 4G et celui-ci a la 4G. Le Xperia T a un écran un peu plus grand et celui-ci n'a pas d'écran plus grand, un écran un tout petit peu plus petit, mais la même résolution. Et en termes de performance, on est sensiblement au même niveau sur les deux. Donc voilà, on est sur un téléphone qui présente la particularité d'avoir la 4G, ce qui lui aurait permis à l'époque, lorsqu'il a été annoncé avec le T, de le concurrencer sur cet aspect-là. Sur le système d'exploitation, on est sur la dernière version, 4.1.2, en tout cas c'est un Jelly Bean, donc on est vraiment sur le dernier système d'exploitation Android qui fonctionne bien, qui a été très légèrement retravaillé par Sony. Il n'en faut pas plus, selon moi, c'est très bien. C'est un très bon système d'exploitation et Sony a fait du bon travail dessus. On est sur un téléphone donc, qui a un capteur photo qui est de bonne qualité pour un appareil photo de téléphone. Je me répète tout le temps sur cet aspect-là, il prend de très bonnes photos. On a juste remarqué que l'autofocus est un peu bizarre. Il a tendance à essayer de se focuser, donc ce fameux autofocus, de faire le focal sur quelque chose d'un peu bizarre. Enfin, il se met un peu n'importe où. Jusqu'au moment où vous allez prendre la photo et là, il va verrouiller. Bon, c'est un peu bizarre. C'est un comportement que j'ai pas noté sur les autres Xperia. C'est la première fois que je le vois. Mais c'est pas très grave en soi. Il marche très bien et le mode vidéo marche très bien aussi avec la fonction, avec la possibilité de zoomer au moment où vous faites de la prise de vidéo et la capacité aussi à prendre des photos pendant que vous faites de la vidéo. Donc ça c'est aussi un bon point. Un téléphone donc qui est somme toute plutôt ludique mais qui aussi peut être utilisé à usage professionnel. Enfin, son autonomie est tout juste correcte. C'est peut-être la faiblesse de ce téléphone, mais c'est aussi la faiblesse de tous les smartphones actuels. Et le DAS est tout à fait sympathique. Conclusion de cette vidéo, donc là je vous ai fait un récap de tous les points que l'on a vus depuis le début de la vidéo. Conclusion de cette vidéo selon moi. Alors malheureusement je ne peux pas dire, je ne peux pas vous conseiller de le prendre ce téléphone. Pourquoi ? Et bien parce que forcément il se retrouve en concurrence frontale avec des modèles chez Sony lui-même, chez Sony, dans la marque Sony. Aujourd'hui on a un Xperia Z qui vient tout juste de sortir il y a un mois, enfin en tout cas qui a été annoncé en janvier, qui vient tout juste d'être commercialisé, on est en début mars 2013, qui vaut 649 € et qui est un véritable monstre de performance, monstre de design, qui est superbe, qui est top. Là on est sur un téléphone qui vaut 549 €, c'est-à-dire 100 € de moins. Il faut savoir que ce téléphone a été commercialisé, ou en tout cas a été annoncé en même temps que le Sony Xperia T, qui vaut aujourd'hui 440 € sur le web en mobile nu. Donc vous voyez, on est 100 € plus cher qu'un Xperia T qui est un très bon haut de gamme, mais qui n'a pas la 4G, et qui n'est pas étanche, mais qui a un écran un peu plus grand. Et on est 100 € moins cher qu'un Sony Xperia Z qui a un écran 5 pouces, qui est autrement plus performant, qui est tout aussi connecté et qui a un écran qui est encore plus sympathique. Donc finalement, en termes de qualité d'image, donc finalement on est entre deux eaux, on est entre un Xperia T qui est pas cher et qui est très bon, et entre un Xperia Z qui est très bon, qui est un peu plus cher.
Moi, je trouve que ce téléphone, malheureusement, il est sorti un tout petit peu trop tard. Il est sorti un petit peu trop tard, il a été annoncé en même temps que le T. S'il avait été commercialisé en même temps que le T fin 2012, je vous aurais probablement recommandé de le mettre dans votre liste de choix, voire même de l'acheter directement. Là, on a un Z qui lui fait une trop méchante concurrence, selon moi. On est à un moment donné sur un prix qui est plus de 500 €, qui vous positionne clairement sur le marché des hauts de gamme. Et lorsque l'on est à 500 €, est-ce que finalement on n'a pas 100 € de plus à mettre sur un mobile haut de gamme? C'est la question à se poser. Pour moi, aujourd'hui, si je devais vous recommander un téléphone, c'est bien le Xperia Z. D'ailleurs, c'est tout téléphone confondu, toute marque confondue, le Sony Xperia Z fait partie, selon moi, des meilleurs téléphones du moment. Le Xperia V, malheureusement, voilà, est pas inintéressant. Il n'est pas mauvais, au contraire, je le trouve très bon, mais voilà, il n'est pas suffisamment agressif en prix. Il serait 100 € moins cher, je vous aurais probablement recommandé de le prendre parce qu'il aurait été à un même niveau de concurrence qu'avec un T. Voilà, il est juste un petit peu, il est un peu en retard. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire sur ce téléphone, c'est qu'il est bon, mais malheureusement il est un peu en retard. Ça me fait un peu de la peine parce que j'ai pas de critique à lui faire à ce téléphone. Vraiment, j'ai aucune critique à lui faire. Il est pas mauvais. Je peux pas dire qu'il est mauvais. J'ai pas de critique. Voilà, je tourne un peu en rond pour vous le dire, mais je peux pas dire autrement. Il est pas mauvais. Mais je peux pas non plus vous le dire de l'acheter. Pour moi, finalement, c'est un petit peu déceptif. C'est un téléphone qui m'a un peu déçu parce que j'attendais quelque chose qui soit un petit peu waouh. Il est au même niveau qu'un T, il est un peu plus cher. Voilà, il est juste étanche et il est juste 4G. Voilà. Donc à vous de voir si finalement vous voulez vraiment l'acheter. Moi, je vous recommande plutôt de vous positionner soit sur un T qui est moins cher, de 100 €, soit sur un Z qui est quand même 100 € plus cher, certes, mais qui est autrement meilleur. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Ça n'est bien évidemment qu'un avis entièrement subjectif. Je sais que vous, chers lecteurs et visionnaires notamment de la chaîne YouTube, eh bien vous étiez extrêmement impatient de voir ce test. Je sais que je vais aller à contre-courant vis-à-vis d'un certain nombre d'avis. N'hésitez pas justement à vous déchaîner sur les commentaires de YouTube et dans l'article. N'hésitez pas à me dire finalement que j'ai le droit de je me plante. J'ai le droit de me planter. Vous avez le droit d'avoir votre propre avis sur ce téléphone. Le mien est celui que je viens de vous donner. Mais en tout cas, voilà, je suis aussi à l'écoute du vôtre et débattons, c'est ce que je vous propose. Faisons un petit débat autour de ce téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que finalement mon avis est vraiment le bon avis ou est-ce que finalement vous pensez que ce téléphone est une très bonne proposition de Sony sur le marché? Et bien voilà, débattons-en justement au niveau de l'article, au niveau de la vidéo qui sera publiée sur YouTube, donc celle-ci même, et allons aussi sur le forum, n'hésitez pas. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Exceptionnellement, elle est plus longue que d'habitude. Elle fait près de 50 minutes. Mon habitude est plutôt de tourner aux alentours des 30 minutes. J'espère ne pas vous avoir gavé avec une vidéo qui est format plus long que d'habitude. Et donc merci d'avoir visionné, n'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. On est à près de 4000 abonnés aujourd'hui, on est le 2 mars. Et j'ai bon espoir qu'on arrive très rapidement aux 4000 abonnés, justement au chiffre 4000, on est un peu moins de 4000 aujourd'hui, et j'ai bon espoir que grâce à vous justement on continue notre progression et qu'on arrive un jour à accrocher le 10 000 abonnés. Pour moi ça serait vraiment exceptionnel, ça serait vraiment super sympa. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo, à bientôt, ciao ciao.